Le 4 juin 2011, Alexandre Jinka, un adolescent de 13 ans, rentre d'une fête à vélo. Il ne se doute pas qu'il va croiser la route d'un homme enragé qui va détruire sa vie. Salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle histoire glaçante. L'affaire d'aujourd'hui se déroule en France et plus particulièrement dans le nord des Pyrénées. Alexandre Jinka est un garçon de 13 ans, originaire de la ville de Pau. Sa mère, Valérie Lance, et son père, Philippe Jinka, sont séparés et ont obtenu une garde partagée. Malgré ça, Alexandre se sent plutôt bien dans sa vie. Il est décrit comme étant un bon élève, intégré, qui a beaucoup d'amis. Le vendredi 3 juin, Alexandre s'apprête à partir chez son père pour le week-end. Sa mère et lui se souhaitent un bon week-end sans savoir que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Le lendemain, samedi 4 juin, vers 15h20, alors qu'il est chez son père qui habite dans le centre-ville de Pau, Alexandre part à vélo rejoindre ses amis au quartier de Saragosse, là où il y a une petite fête. Les heures passent et Alexandre décide d'envoyer un message à son père, Philippe, qui l'autorise à rentrer au maximum à 22h. Plus tard, à 21h52, Alexandre n'a toujours pas pris la route pour rentrer chez lui. Et on le comprend, parce qu'avec ses amis, ils sont en train de regarder le feu d'artifice, alors il a envie de rester avec eux. Il renvoie donc un message à son père, en lui disant que promis, il rentrerait pour 23h maximum. À 22h45, il quitte ses amis à vélo pour ne pas rater son couvre-feu. Seulement, à 23h, Philippe, son père, l'attend et Alexandre n'arrive pas. Philippe va donc plusieurs fois appeler le portable de son fils, mais en vain car le portable tombe toujours sur messagerie. La nuit va passer, la journée du 5 juin aussi, et ce n'est qu'à 19h que Philippe Jinka, qui n'a toujours pas de nouvelles de son fils, va appeler Valérie, la maman d'Alexandre, pour l'informer qu'il n'a plus de nouvelles depuis la veille. La mère s'inquiète tout de suite. Son fils a disparu depuis plus de 19h et elle sait que chaque minute compte dans la disparition d'un enfant. Pour elle, impossible qu'Alexandre ait fugué. Il lui est forcément arrivé quelque chose. Elle se rend alors tout de suite au commissariat de police avec un détail peu rassurant. En effet, le vélo d'Alexandre a été retrouvé 13 rue Gallos, à quelques kilomètres du domicile du père. Le vélo était accroché à un panneau de signalisation avec un câble et sur celui-ci il n'y avait aucune trace de sang ou d'un potentiel accident. Le lendemain, le lundi 6 juin, la police ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Et la première hypothèse qui est suivie est la fugue, comme très souvent dans ce genre de cas. La mère d'Alexandre, Valérie, n'avait pas perdu de temps, elle avait directement prévenu la presse et grâce à ça, dès le 6 juin, des affiches ont commencé à circuler et des témoignages ont commencé à arriver. Les enquêteurs vont tenter de retracer son trajet entre le quartier de Saragosse et la rue Gallos, là où a été retrouvé son vélo. Et grâce aux caméras de vidéosurveillance d'un distributeur, on voit qu'à 22h51, Alexandre a l'air serein. Il passe sur son vélo devant la poste rue Carnot avant de rejoindre la rue de la République. 6 jours après la disparition, l'enquête n'avance pas. Les enquêteurs interrogent les habitants de la rue Gallos et les amis qui étaient présents à cette fête. Le problème, c'est que comme ils n'ont pas d'autres indices, ils posent toujours les mêmes questions et obtiennent toujours les mêmes réponses. Pourtant, les moyens déployés pour résoudre cette affaire sont colossaux. Des hélicoptères sont déployés, les égouts sont fouillés, ainsi que la rivière qui traverse la ville, qui s'appelle le Gave de Pau, où des plongeurs vont intervenir pour chercher le jeune homme. Suite aux auditions faites avec les proches d'Alexandre, la piste de la fugue ou du suicide est fermée. Après 3 semaines de recherche, le 26 juin 2011, un SDF trouve au bord de la rivière du Gave de Pau un morceau de corps démembré. Il s'agit d'une cuisse humaine. Suite à ça, les parents d'Alexandre sont appelés à se rendre au palais de justice où la juge d'instruction leur annoncera avec regret que l'ADN correspond à 99,9% à celui d'Alexandre. La famille est dévastée et découvre que ce 4 juin 2011, Alexandre a été tué puis démembré. Suite à cette nouvelle, une marche sera organisée dans la ville de Pau où plus de 5000 personnes se rendront. Beaucoup de personnes viendront anonymement déposer des mots de condoléances et rendre hommage à Alexandre. Suite à cette découverte, les moyens déployés pour résoudre cette affaire sont doublés. Il faut retrouver le meurtrier qui sévit dans la ville et qui risque de faire d'autres victimes. Des plongeurs viennent en renfort scruter le Gave. Plus d'une 60aine d'enquêteurs sont mobilisés dans l'affaire, mais aussi des dizaines d'experts. Les perquisitions s'enchaînent et 4 millions d'appels sont analysés. Un numéro vert est aussi mis en place, mais les témoignages n'aident pas. Les médecins légistes analyseront la cuisse retrouvée avec précision
et ils diront que le corps a pu être découpé à l'aide d'un couteau à grande lame, voire une scie à métaux. Ils ajouteront que cela a été fait par quelqu'un qui savait s'y prendre, comme un boucher ou un chasseur. Ce n'est que le 18 octobre, 4 mois après la découverte de la cuisse, que les recherches reprennent en se concentrant là où a été retrouvé le fémur. On se demande pourquoi ils ne sont pas allés directement chercher là-bas. Cette cuisse, elle avait été découverte près d'un ancien lavoir où une digue avait été construite peu de temps après la disparition du jeune homme. C'est à cet endroit précis, ce jour-là, que les enquêteurs retrouveront enterrés les restes du corps du jeune homme, Alexandre, 13 ans, disparu depuis le 4 juin 2011. Les médecins légistes qui examineront les lieux et surtout les sacs plastiques dans lesquels on retrouve les restes de corps d'Alexandre diront qu'ils ont été mis là entre le 16 et le 17 juin 2011, soit presque 2 semaines après sa disparition. Pendant plusieurs mois après cette découverte, l'enquête n'avancera plus et les enquêteurs qui ne veulent pas abandonner prendront au sérieux toutes les pistes et messages qu'on leur envoie. Ils feront passer plus de 1300 auditions et plus de 400 perquisitions. Les médecins légistes, quant à eux, découvriront grâce aux analyses du corps, seraient possiblement morts d'un coup porté à la tête ou au crâne, avec une masse ou un marteau. Un jour, Valérie, la mère d'Alexandre, décide de lire les mots de condoléances adressés à son fils qu'elle avait récupérés. Alors qu'elle les lit, elle tombe sur un mot improbable qui retient son attention. Il est écrit « Je connais ce qui est arrivé, ce connard qui t'a fait ça est sous terre ». Ce mot est signé Mike SDF. Valérie va directement montrer ce mot aux enquêteurs qui le prendront très au sérieux. Les enquêteurs décident de retourner rue Gallos, là où a été retrouvé le vélo d'Alexandre, et de réinterroger les personnes habituelles, mais cette fois-ci en demandant s'ils connaissaient un SDF du nom de Mike. Un prénom ressort, celui de Mike Bonnet, 24 ans. Placé directement en garde à vue, son alibi ne tient pas la route. Les gens avec qui il dit être la nuit de la disparition ne se souviennent pas d'avoir passé cette nuit-là avec lui. Alors malgré le manque de preuves, Bonnet est mis en examen pour meurtre. Seulement, Mike Bonnet ne sait ni lire ni écrire. Comment aurait-il donc pu écrire un mot de condoléance s'il ne sait ni lire ni écrire? Un jour, lorsqu'il se fait interroger, Mike Bonnet dira aux policiers qu'il connaît un autre SDF dénommé Mike, un jeune de 26 ans dénommé Michael Bayrel. Il explique qu'il traîne à Pau depuis 2008 et qu'il a un comportement extrêmement violent. Il est d'ailleurs en prison depuis juillet 2011. Les enquêteurs découvrent alors que Michael Bayrel aurait été arrêté le 12 juillet 2011, un mois après la disparition d'Alexandre, pour agression à coups de marteau. Bizarre quand on sait que l'arme qui aurait servi à tuer Alexandre est un marteau. Ce marteau en question sera retrouvé et analysé et malheureusement on ne retrouvera pas l'ADN d'Alexandre sur celui-ci. Les enquêteurs qui continuent leurs recherches sur Michael Bayrel découvrent grâce à la facturation détaillée de son téléphone qui leur donne la localisation du jeune homme qu'il se trouvait à proximité de la rue Gallos au moment du meurtre. On retrouve sur son téléphone ce soir-là un nombre d'appels incalculable. On remarque aussi que le 16 juin 2011, le téléphone de Michael borné à l'endroit exact où ont été retrouvés les restes du corps de Alexandre. Celui que Michael a appelé plusieurs fois la nuit du crime, c'est Claude Ducos, notre deuxième suspect. Âgé de 72 ans, Claude est un électricien retraité qui se sert du bénévolat dans une association d'aide aux SDF pour approcher des jeunes hommes. C'est ainsi qu'il rencontrera Michael, qu'il payera régulièrement en échange de relations intimes. En plus de ça, Claude Ducos est chasseur. Un détail important lorsque l'on sait que le corps d'Alexandre pourrait avoir été découpé par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, comme un chasseur. On découvrira ensuite que la nuit du 16 juin 2011, Claude était avec Michael à l'endroit exact où l'on retrouve les restes du corps d'Alexandre. Notre troisième suspect se nomme Fatima Enadja, une mère de 3 enfants de 45 ans qui est toxicomane. Elle est au moment des faits en concubinage avec Michael Bayrel, son petit ami, rue Émile Guichenet, une rue qui se trouve à 2 minutes à pied de l'endroit où l'on retrouve le vélo d'Alexandre. Alors oui, on peut se demander pourquoi Michael est en couple avec une femme qui a plus de 20 ans de plus que lui. Mystère.
Fatima et Nadja semblent elles aussi avoir des troubles mentaux car elle alterne les séjours entre hôpital psychiatrique et son domicile. Ainsi, le 3 avril 2013, les enquêteurs ont assez de preuves pour placer les 3 individus en garde à vue. Lors de sa garde à vue, Michael Baërel avouera avoir assassiné Alexandre à coups de marteau car celui-ci avait apparemment percuté à vélo un ami à lui. Il dira qu'il avait beaucoup bu et qu'il est sorti de chez lui avec la rage. Il impliquera aussi dans sa déposition les autres personnes mises en examen. Cette description des faits faite par Michael sera assez vague, mais la vérité éclatera lors du procès grâce à notre dernier suspect dénommé Christophe Camille, appréhendé le 5 juin 2014. Ce soir-là, Alexandre Ginca rentre à 22h45 de sa sortie avec ses amis pour ne pas rater son couvre-feu. À 22h51, il arrive dans la rue Gallos, qui est apparemment une rue mal fréquentée, qui se trouve à quelques kilomètres de chez lui. À ce moment-là, il croise la route de Christophe Camille, 23 ans, qui était sorti acheter des cigarettes. Le jeune homme de 23 ans, d'habitude interné en hôpital psychiatrique, avait reçu une autorisation de sortie pour pouvoir fêter son anniversaire. Christophe va demander l'heure à Alexandre. Et Alexandre, c'est un garçon poli quoi, il est gentil. Donc il sort son téléphone pour pouvoir lui dire l'heure. Et au moment où il le sort, Christophe Camille lui arrache des mains pour pouvoir lui voler. Christophe Camille se dirige ensuite vers la rue Gallos avec le téléphone d'Alexandre. Michael Baërel aperçoit l'altercation et s'interpose en tentant apparemment de prendre la défense d'Alexandre. Alexandre, lui, il y tient à ce téléphone. C'est un cadeau qu'il a eu en récompense suite à ses bonnes notes à l'école. Il décide donc d'aller accrocher son vélo à un poteau et de retourner réclamer son téléphone. Seulement, quand il arrive vers Christophe, il constate que c'est Michael qui a son téléphone dans les mains. Celui-ci s'approche d'Alexandre et avec toute sa haine et sous l'emprise de l'alcool, sort son marteau de son sac et donne plusieurs coups de marteau au visage d'Alexandre. Christophe Camille, pris de panique, s'enfuit. Michael, lui, va, d'après ses dires, laver le sol maculé de sang avec de la bière, aidé par un de ses amis, Christian Pierre, qui ne sera jamais inculpé puisqu'il meurt en 2012. Michael et Christian vont ensuite déplacer le corps dans un conteneur qu'ils vont déplacer jusqu'au 31 rue Émile Guichenet, dans la cave de l'immeuble de sa petite amie, Fatima et Nadja, ne laissant donc aucune trace. Fatima, d'après ses dires, donnera à Alexandre qu'elle décrit en très mauvais état un Doliprane. Michael Baërel finira par achever le jeune adolescent encore en vie, car celui-ci pleurait de douleur. Le lendemain, après avoir été appelé par Michael, Claude Ducos serait venu découper le corps chez Fatima et Nadja, puis le 16 juin, ils déplaceront le corps démembré avec la voiture de Claude Ducos vers le Gave de Pau, là où il l'enterrera. Par la suite, Claude Ducos se débarrassera de sa voiture, une Peugeot 206 grise, et de son vieux 4x4. Chez lui, les enquêteurs retrouveront une scie à métaux et un couteau à désosser qui ont pu servir à découper le corps du jeune homme. Lors du procès, Claude Ducos niera en bloc. Il dira que Michael ment pour se venger de lui et il dira avoir oublié pourquoi il était près du Gave de Pau le 16 juin 2011. Michael Baërel sera condamné à la perpétuité pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Christophe Camille, lui, sera condamné à 15 ans pour les mêmes faits que Michael. Fatima Nadja, elle, est condamnée à 3 ans de prison pour non-dénonciation de crime, alors qu'elle aurait apparemment plusieurs fois appelé la police pour dénoncer Michael Baërel, mais qu'elle n'avait jamais été prise au sérieux par la police. Claude Ducos, lui, est condamné à 3 ans d'emprisonnement pour recel de cadavre, atteinte à l'intégrité d'un cadavre, destruction de preuves et non-dénonciation de crime. L'affaire résolue et les coupables en prison, c'est ainsi que je termine l'histoire d'Alexandre Ginca, assassiné pour un téléphone. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve cette histoire vraiment horrible et plus j'avançais dans mes recherches et plus j'étais choquée par cette histoire française dont je n'avais jamais entendu parler. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine!